je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, je suis en pleine réflexion en ce moment. Voilà, j'ai échangé un petit peu avec vous dans ma dernière vidéo à ce sujet. Je vous avais dit voilà que j'avais reçu des commentaires très gentils, mais qui m'expliquaient voilà que sur certaines vidéos c'était un petit peu compliqué de me suivre et tout ça. Et donc, j'ai bien dit que j'allais pas changer ma façon de faire, et c'est vrai, je vais pas changer ma façon de vous transmettre ma pratique. Par contre, pour vous aider et puis pour me faciliter aussi la vie, si j'ai réfléchi un petit peu moi aussi de mon côté, je vais essayer de vous faire, là ça va être la première, mais je vais essayer de vous faire des vidéos en fait un petit peu plus techniques et bases, notamment ici sur l'aquarelle, parce que c'est le médium que j'utilise le plus et celui que j'utilise depuis le plus longtemps aussi, donc je maîtrise un petit peu plus que les autres. Et donc voilà, donc je vais me poser, enfin j'essaye de me poser un petit peu et de réfléchir en fait à quelles sont les questions qu'on me pose le plus souvent et de faire des vidéos un petit peu références qui répondraient à ces questions et qui me permettraient en fait de pouvoir vous y renvoyer en fait quand on me pose des questions. C'est pareil quand il y a plein de vidéos sur ma chaîne, c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. Sur la petite Stamping Bella super-héros là. Donc c'est une grande richesse pour vous effectivement parce que c'est des heures et des heures de tutos. Par contre, je comprends complètement que quand on arrive sur ma chaîne et qu'on ne connaît pas, on se trouve noyé en fait dans tout ce flot de vidéos qui, quand on regarde les toutes dernières, sont plutôt techniques et vont un petit peu plus loin dans l'apprentissage. Mais pour celles qui débutent un petit peu l'aquarelle et qui débutent l'art journal, je peux complètement comprendre que ce soit du coup un petit peu complexe à suivre et de retrouver des vidéos dans toutes les centaines de vidéos que j'ai, de retrouver des vidéos où je vais parler plus précisément d'une technique de base ou voilà où je vais aborder un sujet de façon un petit peu plus simple, et ben pour vous de votre côté, ce soit un peu compliqué de vous y retrouver. Alors celles qui me suivent depuis très longtemps ont vu déjà toute l'évolution et du coup vont se rappeler souvent, c'est ce qu'on dit, oh là, je me rappelle de ta vidéo, je suis en train de la refaire et tout. Donc voilà, donc celles qui sont anciennes, voilà, se rappellent un peu et vont un petit peu près savoir donc où est-ce qu'elles peuvent aller chercher leur information, même si là aussi il faut une bonne mémoire. Après il y a des vidéos qui vous marquent plus que d'autres. Mais pour celles qui arrivent et ceux qui arrivent sur ma chaîne là maintenant et qui veulent avoir des informations, je peux comprendre que ce soit un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et ça, c'est tout à fait logique. Donc, j'ai commencé à créer des playlists. J'en ai créé une qui s'appelle Base Aquarelle, dans laquelle j'ai déjà mis 2 vidéos tuto que j'avais faites il y a très longtemps de ça, presque au début de ma chaîne, sur les histoires de nuanciers un peu classiques. Vous verrez ça, j'avais fait ça autour des palettes Prima, de la palette The Classics. J'avais fait un premier nuancier très simple où on mélange rien du tout et on fait juste une gestion de l'eau, c'est-à-dire du moins dilué au plus dilué, pour que vous puissiez voir déjà, juste avec une seule couleur de godet, d'aquarelle, on peut réussir à avoir des nuances différentes. Et puis je vous en ai fait une deuxième sur les mélanges d'aquarelle aussi, toujours avec la même palette The Classics, mais où on mélangeait en fait une couleur avec une autre couleur. C'était 2 couleurs à chaque fois, avec un niveau de dilution ou un degré de mélange plus ou moins fort entre les 2 couleurs. Donc celles-ci, elles y sont déjà. Donc c'est dans la playlist base aquarelle, vous pourrez aller voir. Voilà, et j'ai une autre playlist matérielle où j'ai mis celle avec les pinceaux. J'en ai une autre aussi sur les aquarelles, je crois. On m'avait posé des questions entre fines et extra fines. Et puis j'ai une vidéo sur les pinceaux aussi. Voilà, donc j'ai commencé à y mettre quelques petites choses. Et là, donc, je vais pouvoir mettre celle-ci. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu couleurs et pigments. Parce que vous savez, je suis en pleine exploration là en ce moment, je suis en train de changer un petit peu ma façon de travailler mes couleurs, suite à un constat que j'avais fait sur l'une de mes aquarelles pour Shoe & Flower, que vous n'avez pas encore vu ici, vous la verrez un petit peu plus tard, une scène de rue, et que je trouvais en fait à la fin, une fois que tout était terminé, un petit peu terne, et en fait c'était un ressenti que j'avais, j'ai pas mis le mot tout de suite sur le problème, mais c'était une sorte de ressenti en me disant mince quand même, ça me paraît c'est un petit peu tristounet tout ça, alors que j'avais utilisé des couleurs qui auraient pu être un petit peu plus vibrantes quand même. Et je me suis rappelé d'une story de Marie Boudon, donc c'est les Tribulations de Marie, qui avait posté une story il y a plusieurs années de ça en fait, où elle était en train de préparer son cours sur les paysages, elle faisait de ses ébauches et puis elle avait fait le constat qu'en fait elle comprenait pas pourquoi ses aquarelles avaient tendance à être tristes et ternes alors qu'elle utilisait ses couleurs habituelles pour
pour ses bouquets. Et voilà, elle n'arrivait pas trop à comprendre. Elle avait essayé de creuser le sujet. Elle s'était rendue compte qu'en fait, elle utilisait dans ses aquarelles paysages beaucoup de couleurs avec des pigments noirs qui venaient en fait, plus que désaturer, ternir et salir un petit peu les couleurs qu'elle utilisait. Et du coup, elle a décidé en fait de les écarter un peu de sa palette, ces couleurs-là, pour ne travailler qu'avec des couleurs sans pigments noirs à l'intérieur et essayer de désaturer ces couleurs, non pas en y ajoutant des pigments noirs, mais en y ajoutant des couleurs complémentaires pour pouvoir venir naturellement désaturer les couleurs. Alors, les histoires de couleurs complémentaires, de saturation et de tout ça, je suis en train de chercher ma roue chromatique. Elle est ici. Tout ce petit sujet-là sur les couleurs, je vais vous refaire une autre vidéo à part, très basique, hein, je ne vais pas faire un exercice très très long, c'est juste pour revenir sur les bases, les couleurs primaires, les mélanges, et puis justement ce qui m'intéresse moi, les couleurs complémentaires. Donc je vais vous faire une vidéo particulière là-dessus, mais le point de départ, en fait, vraiment à mon exploration du moment, c'était vraiment ça. Je me suis dit, bah, je pense que mon souci, c'est ça aussi, c'est que j'utilise beaucoup trop de couleurs, type grit paint, je vais vous expliquer, qui a des pigments noirs à l'intérieur, le bitume, voilà, pareil, et que du coup, bah, c'est que j'en use un petit peu trop, alors que je pourrais, du coup, faire différemment pour pouvoir désaturer mes couleurs et que ce soit un petit peu plus, un petit peu plus vibrant. Et j'ai eu cette question il y a pas longtemps, justement, dans un commentaire, où on me demandait, mais quand tu parles de pigment noir, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est le pigment noir dans la couleur, mais est-ce que c'est toi, tu rajoutes du pigment noir dans tes couleurs? Qu'est-ce que tu entends par là? Comment tu sais, en fait, qu'il y a du pigment noir? Voilà, c'était une question autour du pigment noir, mais comment, voilà, comment est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce que c'est quand je l'ajoute en plus? Est-ce que... Voilà, donc c'était l'occasion de pouvoir répondre en vous faisant une vidéo, vous expliquer un petit peu ce que je comptais faire, voilà, sur alors, un objectif 2023, hein, alors je vous dis pas que ce sera fait dans le mois qui vient, encore une fois, mais j'espère pouvoir vous en faire de temps en temps et compléter et qu'à la fin de l'année, j'ai 2 playlists bien garnies où je puisse, vous pouvez aller chercher de l'information qui peut répondre à vos demandes ou vos questions. Donc, on va parler un petit peu pigments ici aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse tout de suite. On va parler pigments, composition de couleurs. On va décortiquer un peu ce qui se trouve dans nos tubes d'aquarelle. On va expliquer un petit peu à quoi correspondent toutes les petites inscriptions qui se trouvent derrière nos tubes ou derrière, quand on achète les godets, on a les informations ici au dos sur le carton. On va parler de tout ça. Et alors, la parenthèse qui est importante pour moi, c'est que si vous débutez l'aquarelle, si vous n'avez même pas encore touché un pinceau, un godet, si vous êtes en réflexion sur l'achat de votre première palette, vous allez, alors bien sûr, vous pouvez très bien suivre cette vidéo, l'écouter attentivement, mais c'est un sujet qui est un peu technique. Alors, savoir à quoi correspondent les informations derrière, c'est important de le savoir, juste pour comprendre à quoi ça correspond. Mais après, les histoires de composition de pigments, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué et il faut vraiment être assez bien disposé en fait pour recevoir cette information-là. Moi, par exemple, je fais de l'aquarelle depuis 5 ans. J'ai commencé à m'intéresser vraiment aux pigments il y a 2 ans de ça, quand j'ai acheté un livre qui est super intéressant d'ailleurs. C'est ce livre-là qui s'appelle « Maîtriser les mélanges à l'aquarelle »,« Maîtriser le mélange des couleurs à l'aquarelle ». Et en fait, ça faisait 3 ans déjà que je faisais de l'aquarelle. Donc 3 ans que j'avais l'habitude de faire des mélanges, il y avait des notions qui étaient acquises déjà. Bon, tout ce qui était technique, hein, gestion de l'eau, tout ça, alors on a toujours à apprendre, hein, encore une fois, même sur des choses un peu basiques. Mais c'était quelque chose que je comprenais, en fait, que voilà, quand j'écoutais des choses ou que je lisais des livres, il y avait des choses qui étaient déjà comprises, en fait. Pas forcément acquises complètement, mais bien comprises. Et en fait, ce livre, je l'ai acheté parce que j'avais vu Mélange des couleurs. Et moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, donc il y a 2 ans, c'est que je cherchais des livres pour m'inspirer des combos couleurs. Parce que j'avais l'impression de toujours tourner autour des mêmes combos. J'avais envie d'un petit peu trouver un petit peu l'inspiration. Et en fait, quand j'ai vu ça, maîtriser le mélange des couleurs à l'aquarelle, je me suis dit, bah tiens, ça va être sympa. Puis c'est surtout quand je l'ai feuilleté. Bon là, je vais pas le feuilleter avec vous, vraiment. Vous irez chez votre libraire pour le feuilleter tranquillement. Mais c'est surtout qu'en fait, il y avait
des exemples d'aquarelles, parce qu'il y a pas mal d'artistes aquarellistes qui ont participé à l'écriture de ce livre, comme Marie Boudon d'ailleurs. Et puis donc il y avait des exemples d'aquarelles et où les aquarellistes mettaient les différentes couleurs qu'ils avaient utilisées et du moins les couleurs qui leur avaient servi à faire les mélanges pour leurs aquarelles. Et en fait, je suis tombée sur des visuels qui m'ont intéressée. On dit tiens, ça pourrait être sympa de changer un petit peu, de regarder un petit peu comment ça marche tout ça. Donc je l'ai acheté principalement, je suis tombée sur ce perroquet, enfin voilà. Donc je me suis dit tiens, ça peut être intéressant de voir un peu, de trouver l'inspiration. Et puis forcément quand on prend un livre, on essaye de commencer par le début, de pas directement aller à la partie qui nous intéresse, parce qu'il y a l'écriture de livre, il y a tout un cheminement vers lequel on nous amène en fait au fur et à mesure. Et en fait, quand j'ai commencé le livre, déjà ici, voilà, ça me met déjà, c'est entré en matière, mais il y a toute une partie sur les pigments, les numéros de pigments, les compositions des couleurs, les différentes marques d'aquarelle, les équivalences, les différences. Et ça m'a ouvert tout un pan de connaissances et un univers en fait sur tous les pigments qui m'ont passionnée. Alors que j'en avais déjà entendu parler, que les aquarellistes, quand on suit des cours aquarelle, même des cours en ligne, c'est un sujet qui est abordé, hein, plus ou moins de façon approfondie, et au début, en fait, c'est quelque chose que j'entendais, mais qui m'intéressait pas. Je dis oui, d'accord, ok, donc il y a plusieurs pigments peut-être, mais voilà, j'en étais pas du tout là, en fait, dans mon cheminement, alors qu'il y a 2 ans, je devais être prête à recevoir cette information-là, et du coup, c'est un univers qui est passionnant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. C'est dans ce livre que j'ai connu les aquarelles Daniel Smith, parce que justement, c'est une marque dont on parlait beaucoup dans le livre, notamment les aquarelles issues de pierres semi-précieuses. Alors là, encore une fois, à l'ouverture sur les roches et tout ça, c'était magnifique. Et puis, on parle des aquarelles Isaro que je connaissais pas à l'époque, il y a 2 ans aussi, que j'ai découvertes grâce à ce livre-là. Donc, je vous le conseille, hein, c'est un très bon livre, ne serait-ce que pour justement les exemples de mélange et puis les inspirations. Par contre, sur tout ce qui est technique en pigments, les différences et tout ça, ça peut vite vous noyer, en fait, si vous débutez. Donc, voilà, donc vous pouvez écouter, lire tout ça, mais c'est pas sûr que vous disiez à la fin, oh mon Dieu, j'ai tout compris, quoi. Hein, bon. En fait, ce genre de vidéo pour les débutantes, en fait, ça va semer des petits cailloux comme ça. Et puis, vous allez continuer votre processus d'apprentissage à l'aquarelle. Et puis, tous ces petits cailloux qu'on aura semés au fur et à mesure, en fonction de ce que vous aurez regardé et écouté, ça va faire tilt à un moment donné. Vous allez voir que dans votre pratique, il y a un moment où vous allez mettre tout ça en lien et ça va devenir plus logique, tout ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Après, ça peut vous intéresser dès le départ, parce que vous pouvez avoir une sensibilité par rapport à ça tout de suite, et dans ces cas-là, ben voilà, c'est super. Alors, trêve de blabla. En termes de pigments, donc, sur vos petits tubes d'aquarelle, mais donc je vous le redis, c'est la même chose quand vous achetez vos aquarelles en godet. Moi, je vais prendre les tubes parce que c'est plus gros et du coup, ce sera plus clair. Je vais prendre, par exemple, hop, ici, une couleur sennelier. Donc, est-ce que la mise au point se fait bien? Donc, sur les couleurs d'aquarelle, vous allez retrouver plusieurs informations. Vous allez retrouver, en fait, une indication sur la série. Alors, le rose opéra de sennelier n'est pas forcément un bon exemple. On va prendre, hop, le gris de Payne. Ce sera mieux, parce qu'on a plus d'indications. Hop. Voilà. Donc, vous allez avoir une indication sur le nom de la couleur chez le fabricant sennelier. Ça n'a pas trop d'incidence parce que c'est un référencement propre à la marque qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Enfin, voilà. Donc, on ne peut pas comparer avec ce numéro. C'est si vous voulez retrouver, en fait, une couleur, mais sans son nom, vous avez, et bon, le gris de Payne sennelier, bah, c'est le 703, mais ça n'a pas trop d'importance. Vous avez, ce qui est important un petit peu quand même, ça permet de comprendre, c'est la série. Dans les aquarelles, vous avez en fait jusqu'à 5 séries, je crois. Plus on monte en numéro et plus en fait on va avoir, donc ça vous donne des catégories sur la qualité des pigments qui sont extraits et notamment, enfin pas la qualité mais la rareté. Plus on a un chiffre petit, comme ici série 1,
ça veut dire que en fait les pigments qui sont dans cette couleur vont être, on les trouve facilement, quoi. Il y en a beaucoup, c'est pas des pigments rares, voilà. Donc ça coûte pas très cher s'il y en a beaucoup. Quand on monte en numéro, série 2, série 3, série 4 ou série 5, jusqu'à la série 5, si on a des pigments en fait qui sont dans cette série 5, ça veut dire que c'est des pigments qui sont très rares. Et donc tout ce qui est rare est cher, et c'est ce qui justifiera le fait que votre aquarelle, même sur une contenance équivalente, va être beaucoup plus chère qu'une autre aquarelle qui sera en série 1 par exemple, parce que c'est la rareté du pigment. Donc ça c'est intéressant de le savoir juste pour que vous compreniez pourquoi en fait sur une même marque d'aquarelle, vous avez en fait des godets qui coûtent pas cher et puis d'autres qui vont coûter beaucoup plus cher, alors que bon, voilà, c'est la même contenance quoi. Donc c'est pas une question de quantité, c'est une question de rareté en fait de pigments. Ensuite, on a un petit carré. Alors c'est pas des carrés partout. Chez Isaro, c'est représenté par une goutte. Par exemple, voilà, juste ici, c'est une goutte. Mais en règle générale, chez Winsor & Newton ou chez Sennelier, c'est un petit carré qui va vous donner une indication sur la transparence de votre couleur. Si vous avez un carré qui est vide, c'est-à-dire tout blanc, ce sera une couleur qui sera transparente. Si vous avez un carré qui a juste une barre en fait dans la diagonale, ce sera une couleur semi-transparente. Un carré avec, comme ici, la moitié en version pleine, noire, ça veut dire que votre aquarelle, elle sera semi-opaque. Et si le carré est tout noir, ça veut dire que votre aquarelle, elle est complètement opaque. Ça peut être intéressant de le savoir. Là encore, quand on a travaillé l'aquarelle et tout, qu'on a un petit peu l'habitude, pour savoir si son aquarelle, quand on va en fait l'appliquer, s'il faut beaucoup la diluer en fait pour qu'elle devienne transparente ou si naturellement elle l'est déjà, quoi. Hein. Donc chez Sennelier, Winsor & Newton, on a une indication par le carré, et puis chez Isaro, par contre, donc c'est une petite goutte, et on n'a pas la distinction entre semi-transparent et semi-opaque. C'est transparent si c'est vide, si vous voyez là, oui. Transparent si c'est vide, la moitié pleine si c'est semi-opaque, semi-transparent, et pleine complètement, toute noire si c'est vraiment opaque. Donc ça, c'est une indication qui peut être importante. Après, on a une notion de résistance à la lumière et de permanence dans les couleurs. Donc ça, en fait, ça vous donne une indication sur votre aquarelle, si elle est exposée en plein soleil, eh bien, est-ce qu'elle a une très bonne résistance à la lumière ou pas? Ou est-ce que les rayons UV vont venir en fait délaver un petit peu votre couleur? Et puis la permanence, c'est pas tant lié à la luminosité, enfin la lumière, c'est plutôt lié en fait à d'autres paramètres qui vont venir en fait délaver votre couleur. Ça peut être juste l'air par exemple, le simple fait, voilà, l'évaporation, la couleur va s'évaporer. Donc ça, c'est une question de permanence de couleur. Donc c'est un peu lié aux UV plus ou moins. Hein. Mais voilà, donc ça, moi, c'est quelque chose dont je m'occupe pas parce que mes aquarelles, en fait, elles sont jamais... Enfin, je les accroche pas. C'est souvent de l'aquarelle dans mes arches journaux. Mes pages, elles sont pliées ou elles sont rangées. Et puis, de toute façon, dans la majorité des cas quand même, quand on attaque dans les aquarelles extra fines, là, c'est ce que je vous propose ici, ce sont que des aquarelles extra fines. Donc, c'est vraiment les hautes gammes, en fait, dans les différentes marques que je possède ici. Je me dis que, bon, en règle générale, quand même, les pigments sont choisis justement pour leur résistance. Et chez Daniel Smith, par exemple, notamment, voilà, les pigments sont bien choisis. Après, il y a des pigments qui, naturellement, en fait, vont avoir tendance à avoir une faible résistance à la lumière. Où là, bah, si on veut ce pigment-là particulièrement, bah, là, il n'y a pas trop le choix. Mais moi, c'est pas une indication qui m'intéresse trop. Ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est la partie juste après, sur la partie pigment. Donc en fait, dans le grid paint par exemple de Sennelier, c'est là que vous allez voir si votre couleur déjà, sans parler de pigment noir, si elle est composée d'un seul pigment, donc si elle est monopigmentaire, ou si elle est composée de plusieurs pigments, polypigmentaires. Ici par exemple, le grid paint de Sennelier, on a un pigment PV19, on a un autre pigment PB15 et on a un dernier pigment PBK7. Donc là, on sait que dans ce grid paint, on a 3 couleurs différentes, PV19, PB15 et le PBK7.
Ça, c'est super important de savoir ça. Parce que quand on utilise des couleurs d'aquarelle qui sont déjà constituées de plusieurs pigments à l'intérieur, il vaut mieux éviter de les mélanger avec une 4e couleur, parce qu'on va tendance à avoir, en ajoutant une 4e couleur, on va tendance à avoir un mélange qui va finir par devenir sale et un petit peu boueux, puisqu'on va se retrouver avec toutes les couleurs primaires mélangées finalement, et puis du coup on va avoir quelque chose d'assez marronasse, quoi. Donc c'est plutôt intéressant de savoir, déjà sans parler de savoir pourquoi PV, PB et PBK, qu'est-ce que c'est vous savez déjà s'il y a trois références de pigments à l'intérieur, c'est que bon, c'est une couleur qui peut être intéressante, mais pas trop la mélanger avec d'autres, parce que sinon, si vous la mélangez avec une autre couleur qui a aussi 3 pigments, là c'est un peu beaucoup risqué, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est PV, c'est PB et c'est PBK. C'est en fait la nature du pigment. Alors, le P déjà. En général, enfin pas en général, mais il y a 2 catégories pour la première lettre. C'est soit un P, soit un N. Le P, c'est pour pigment. Et le N, c'est pour naturel. Alors, dans tous les cas, quand c'est N, c'est du pigment aussi. Mais le N va nous signaler que c'est un pigment naturel, soit d'origine végétale, ou d'origine animale, comme par exemple le carmin, c'est issu en fait de la cochenille, donc c'est un pigment animal, et en pigment végétal, on va avoir par exemple les garances, c'est issu d'une plante en fait, c'est les garances de teinturier, et ce sera aussi un pigment N naturel, avec en fait une composition à base de plantes. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, maintenant, des pigments qui sont issus d'éléments naturels. Il y en a très très peu, mais ça existe. Je vais vous en montrer un. Mais ça existe. Donc déjà, ça c'est la première lettre. Soit un P, majoritairement vous aurez un P, et puis pour pigment. Et ensuite, vous avez une autre lettre qui va déterminer, en fait, la gamme de couleurs. Vous avez une gamme de couleurs, par couleur sur la roue chromatique. Vous avez les pigments bleus, donc c'est les PB, c'est les pigments blue. Vous avez les pigments rouge-rose, les PBR, donc pigments red. Vous avez les PBY, qui sont les pigments yellow, les pigments jaunes. Donc ça, c'est pour les couleurs primaires. Et puis ensuite, vous allez avoir des pigments qui sont naturellement verts, naturellement orange, naturellement violet, naturellement brun. Et ça, comment on le sait, c'est toujours la lettre. En fait, ici, vous allez avoir, comme là, le PV19, c'est un pigment violet, V pour violette, et son numéro ensuite sera, dans les pigments violets, le numéro 19. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça vous permet, en fait, de comprendre comment sont composées vos couleurs, et si vous avez, en fait, que des pigments rouges dedans, ou que des pigments jaunes dedans, mais en fait, vous avez 3 pigments, mais ils sont dans la même gamme. Il n'y a pas trop de risque si vous mélangez ça avec un rouge, par exemple, monopigmentaire, bon, il n'y a pas trop de risque. Mais si vous avez une couleur qui est avec des pigments violets, des PV, des PY, alors les PY, ça fait un mélange un peu particulier, mais des PV, des PY ou des PR, par exemple, vous avez déjà plusieurs couleurs, quoi. Hein. Plusieurs couleurs de pigments, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est là où c'est intéressant, en fait, de regarder un petit peu ça. C'est une fois qu'on a vu qu'on avait plusieurs pigments, c'est d'accord, j'ai plusieurs pigments, mais à quoi ils correspondent? Est-ce que c'est des bleus, des verts, des violets? Donc les pigments verts, c'est les pigments green. Hein. La lettre, ça correspond au nom de la couleur en anglais. Pigment orange, O, ça c'est facile. Donc c'est super intéressant quand on a envie un peu de s'y intéresser, de regarder d'un petit peu plus près en fait comment sont composées nos couleurs dans nos aquarelles. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les pigments, donc par exemple le PV19, d'accord, c'est gentil, mais ça c'est quoi comme couleur? On n'en sait rien, c'est un violet, mais bon. Vous avez en fait une nomenclature des pigments qui est la même, c'est international, qui est la même en fait pour tous les pays, qui va vous donner en fait à chaque fois, pour chacun des pigments, quel est son nom en fait, ça vous donne une petite idée. Donc par exemple ici, si je prends mon Grit Paint de Sennelier, le PV19, je vais aller regarder dans les pigments violets, donc là j'ai les jaunes, les greens, les oranges, les PV, voilà. Ici j'arrive sur le PV, je ne sais pas si vous verrez bien. Ici, j'arrive sur le PV19
Et le PV19, c'est une couleur de magenta ou violette quinacridone. Donc ça permet de savoir un petit peu voilà, enfin, leur nom et puis de... Parce qu'il y a des noms qui nous parlent, hein, le vert de cobalt, la terre verte, tout ça, c'est des noms qu'on connaît. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez la nomenclature des pigments, je vous mettrai le lien en description, qui peut vous permettre, voilà, c'est la référence en termes de pigments. Donc une fois qu'on sait ça, à quel moment on sait qu'il y a du pigment noir? Eh ben, c'est que dans toute cette nomenclature de pigments, on a tous les pigments qui sont de couleur. Donc, ce que je vous ai dit, le bleu, le rouge et le jaune, mais aussi les verts, les oranges et les violets. Et puis, on a aussi des pigments qui sont appelés PBR, donc c'est des pigments qui sont naturellement bruns, et des pigments qui vont être noirs et qui sont appelés, on le voit ici, PBK, pour le BK pour black. Et c'est comme ça qu'on sait si dans ces godets d'aquarelle, on a du noir ou pas. C'est que si dans la composition de votre couleur, vous avez l'un des pigments qui s'appelle en PBK, peu importe après son numéro derrière, c'est que ce sera un pigment noir et que du coup, vous allez prendre le risque de salir un petit peu vos couleurs si vous la mélangez en fait à un rose opéra ou une autre couleur comme ça, monopigmentaire. Voilà, vous allez prendre le risque un petit peu de désaturer votre couleur. Et puis si vous l'utilisez avec une couleur qui a déjà plein de pigments aussi de son côté, bon voilà, aussi c'est pareil, hein, ça accentue encore un petit peu le problème. Donc quand je parle de pigment noir, c'est dans vos couleurs d'aquarelle, attention, si ça vous intéresse encore une fois, vous pouvez le savoir si vous regardez comment est composée votre couleur et avec combien de pigments, mais surtout est-ce que vous avez du PBK dans votre aquarelle. Donc voilà pourquoi je parlais de pigment noir, c'est vraiment par rapport à ça et voilà comment on les retrouve après sur ces couleurs d'aquarelle. Alors, attention au nom de vos couleurs. Vous pouvez avoir le même nom de couleur dans deux marques différentes et pour autant avoir des couleurs qui n'ont rien à voir, peut-être pas rien à voir non plus, mais vous serez pas forcément sur la même couleur. Par contre, le pigment, par exemple, si je prends encore mon Grit Paint, le PV19, là, donc c'est le magenta, le PV19, dans Sennelier, dans Winsor & Newton ou dans Daniel Smith, peu importe la marque qui sera utilisée, tant que la marque utilisera ce PV19, ce sera le même pigment pour tout le monde. Ça change pas. C'est le nom que les fabricants ensuite donnent à leur couleur qui peut changer. Certains peuvent décider d'appeler leur couleur, mettons, rose opéra. Enfin, je vais vous donner l'exemple sur le rose opéra, mais vont l'appeler rose opéra parce que, voilà, alors qu'en fait, à l'intérieur, chez Sennelier, le rose opéra, c'est pas la même composition, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Le nom du pigment, lui, ça désigne vraiment un pigment. C'est pour ça qu'il y a une nomenclature et ce sera toujours la même chose. Par contre, un même nom ne donnera pas forcément la même composition pigmentaire. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est très parlant avec le rose opéra, justement. Si je prends le rose opéra chez Daniel Smith, qui est une couleur phare à avoir dans sa palette, ça aussi, on me demande beaucoup quelles sont les couleurs à avoir. Ça, faut que je vous fasse une autre vidéo là-dessus. On voit que chez Daniel Smith, le rose opéra, c'est le pigment PR122. Alors, si je regarde... pour savoir à peu près à quoi ça correspond, PR122. PR122, c'est rose, le magenta de quinacridone. Hop, là. Donc, chez Daniel Smith, le rose opéra, c'est le PR122. Si je prends, le rose opéra chez Sennelier, donc j'ai une information aussi sur le fait que ce soit une couleur fluorescente. Et effectivement, le rose opéra chez Daniel Smith est pas mal fluo, hein, il est très flash. Si je prends le même nom chez Sennelier, rose opéra, et que je regarde derrière, je vais me rendre compte que c'est aussi un pigment fluo. Par contre, c'est pas le même nom de pigment, c'est un PR81. Et donc du coup, le rose opéra de Sennelier sera pas tout à fait le même que le rose opéra de Daniel Smith parce que le pigment à l'intérieur ne sera pas le même. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se fier au nom des couleurs, mais plus aux pigments qui composent les couleurs, pour être sûr d'avoir une équivalence.
si je laisse donc le rose opéra ici, si par exemple je veux l'équivalent du rose opéra sennelier chez Isaro, eh bien je vais regarder. Alors c'est un mauvais exemple parce que c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là et celui-là, je crois. PV, voilà, c'est ça. Ils étaient mal rangés. Donc, si je prends par exemple chez Isaro, donc la couleur qui s'appelle magenta, ici, le magenta chez Isaro, c'est le PV19. Eh bien, l'équivalent chez Winsor & Newton, ce sera le magenta permanent. Alors, il y a toujours magenta, mais il y a le mot permanent à l'intérieur, qui sera aussi un PV19. Donc là, en fait, j'ai deux couleurs identiques, mais qui ne s'appellent pas tout à fait pareilles. Et qui sont par contre sur donc même pigment avec la même transparence. Parce que c'est un petit carré vide, une petite goutte vide pour les deux. Mais voilà, ils ne s'appellent pas tout à fait pareil. Je vais avoir la même chose pour, par exemple, le style de grain vert de Sennelier. Le style de grain vert de Sennelier, en fait, il est composé du pigment PY129, ici. Et bien chez Isaro, celui qui s'en rapproche, il ne s'appelle pas style de grain vert, il s'appelle jaune chartreuse, parce qu'il est composé exactement du même pigment, PY129. Et là, comme j'ai un seul pigment, bah, normalement, c'est censé être les deux mêmes couleurs. On est vraiment sur les deux mêmes couleurs. Alors après, bon, je sais pas, les extractions de pigments, est-ce qu'il y a plusieurs types d'extraction, plusieurs pigments avec le même nom, avec une qualité différente, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le même nom de pigment, donc on va se rapprocher. Et c'est vrai, en termes de couleur, on est très très proche entre celle de Sennelier et celle d'Isaro parce que c'est le même pigment à l'intérieur. Si on prend dans les pigments, on reste dans les pigments jaunes un peu, jaune-vert, on a chez Isaro... Hop, ici, le jaune Isaro clair, qui est un pigment en fait PY154. Donc P, pigment Y, yellow et 154, c'est le numéro de la couleur. Et bien chez Winsor & Newton, on aura le jaune Winsor. Hop, on aura le jaune Winsor, je vais y arriver, voilà. On aura le jaune Winsor ici, qui est composé du même pigment qui s'appelle PY154. Alors chez Winsor, c'est tout petit, vous ne verrez peut-être pas grand-chose. Mais voilà, donc là, en fait, c'est pour vous expliquer qu'il ne faut pas trop vous fier quand vous regardez des couleurs dans les différentes marques. Il ne faut pas trop vous fier, en fait, au nom de la couleur parce que c'est le fabricant qui choisit le nom. Par contre, le pigment, lui, ils n'ont pas le choix, quoi. S'ils mettent que c'est un PY154, c'est que c'est le même PY154, il n'y en a pas 36. Donc ça, c'est important de le savoir. Pour aller un petit peu plus loin aussi dans cette histoire-là, quelquefois, quand on compare en fait des sépia ou des grit paint, là encore une fois, on se dit, mais mince, mon grit paint en fait chez Sennelier, il est plus gris que le grit paint chez Winsor & Newton. C'est bizarre, bon, c'est un grit paint pourtant, donc même nom, mais c'est pas les mêmes nuances. Eh bien, si je prends ici, alors on va le faire avec les trois, tiens, comme ça. Alors, on va pas faire ça non plus jusqu'au bout parce que je vais pas le faire pour chaque couleur, mais c'est pour, voilà, à force de répétition pour que vous compreniez bien. Le grit paint de chez Sennelier. Hop, je vais les mettre comme ça et comme ça. Le grit paint de Sennelier, il est composé d'un pigment violet 19. Donc, le pigment violet 19, en fait, c'était celui-ci. Hein. C'est un rose qui tire un peu vers le bleu. Il est composé d'un pigment bleu 15, donc les pigments 15, les PB15, c'est des bleus de phthalo. Il me semble, si je prends celui, oui c'est ça, si je prends celui de Daniel Smith. Donc un pigment violet 19, plus dans les roses, un pigment bleu, le bleu de phthalo, et ensuite un pigment noir, le PB4, le PBK7. Si je prends le grit paint de chez Winsor & Newton, eh bien, lui, il a aussi un pigment bleu, mais c'est le PB16. C'est pas du tout le PB15, donc c'est une autre nuance de bleu. Il y a un pigment noir aussi, le PBK. C'est le PBK6 et pas le PBK7, donc c'est pas le même noir. Et puis par contre, on a une couleur commune, c'est le PV19. Donc on a aussi du rose qui tire un peu vers le, donc c'est le magenta, du rose qui tire un peu vers le violet. Mais par contre, on n'a pas le même pigment bleu et pas le même pigment noir. Donc c'est ce qui va donner la différence entre mes deux grit paint. Après, dans les dosages aussi, hein,
C'est pas parce qu'un godet va avoir les 3 mêmes pigments qu'un autre godet dans une autre marque qu'on va avoir exactement la même couleur, parce qu'après, c'est une histoire de dosage, hein, bien sûr. Et ça, les histoires de dosage, les fabricants nous les donnent pas. C'est ce qui fait vraiment leur marque de fabrique. Donc ça, voilà, ça, ça reste secret. Mais par contre, ça donne une indication déjà sur le type de bleu utilisé. Donc entre les deux, en fait, on n'a pas le même bleu et pas le même noir. Et le Grit Pine de chez Sennelier est un gris qui tire légèrement vers le bleu, mais c'est très très doux, alors que le Grit Pine de chez Winsor & Newton est beaucoup plus bleuté. Il ressemblerait plus à un bleu indigo, celui-ci. Chez Isaro, le Grit Pine d'Isaro, lui, il est composé d'un pigment noir, le PBK11, donc c'est encore un autre, c'est pas rien à voir avec ces deux-là déjà. Il y a un pigment bleu 29. Alors celui-ci, c'est pas non plus un pigment qu'on avait dans les 2 autres marques. Et puis, on va avoir un autre pigment bleu, en fait, c'est le PB15, donc ça, c'est le bleu de phthalo. Le PB29, est-ce que je l'ai là en lecture directe? C'est un bleu outre-mer, voilà. Et puis, on a un pigment noir, le PBK11. PBK11, là, je suis sur la nomenclature, c'est l'oxyde de fer noir. Donc voilà, donc chez Isaro, la composition du Grit Pine n'est pas vraiment la même que chez Sennelier ou chez Winsor & Newton. Alors il y a des références communes et puis il y a aussi des petites différences. Et après, je vous le répète, c'est une question de dosage entre tous ces pigments-là. Donc c'est super intéressant tout ça, de s'y intéresser. Et c'est vrai que ça permet aussi de faire quelques choix dans sa palette quand on commence un petit peu à avoir un peu l'habitude. Et justement, moi qui, dans ma palette, veux essayer de mettre de côté un petit peu les noirs, même si j'ai toujours mon Grit Pine ici, parce que c'est très pratique de l'avoir et sur certaines choses, ça suffit largement. Mais c'est vrai que j'essaye de me choisir des couleurs qui vont être sans pigment noir et puis qui vont aussi être plutôt monopigmentaires aussi, pour me permettre de pouvoir les mélanger facilement et de pas trop me poser de questions. Après, il n'y a aucune... il ne faut pas s'empêcher de prendre les couleurs qui nous font envie. Là, c'est parce que moi, je suis dans mon exploration. Après, les couleurs qui sont déjà composées de mélange, elles sont pratiques parce que ça permet d'aller vite. Par exemple, le bon exemple, c'est le vert de vessie. Alors, qui n'est pas composé de la même façon, encore une fois, suivant les marques. J'ai regardé Isaro, j'ai regardé Sennelier, j'ai regardé Winsor & Newton. Il n'y a pas une marque qui fait son verre de vessie pareil avec les mêmes pigments. Donc là encore, après, voilà, il faut un petit peu tester. Mais le verre de vessie, l'avoir déjà dans sa palette, c'est très pratique parce que c'est un vert et un bleu, un jaune et un bleu, pardon. Mais ça permet de pouvoir avoir un vert tout de suite déjà fait et puis de pouvoir après faire ces fonds, ces mélanges plutôt rapidement. Donc il y a des couleurs comme ça qui sont déjà issues de mélanges et qui sont plutôt intéressantes parce que c'est des couleurs qu'on va bien aimer, qu'on va utiliser telles quelles d'ailleurs comme ça, on va juste jouer avec le degré de dilution. Et il n'y a pas de mal du tout à avoir, d'ailleurs, enfin c'est une grande... Il y a tellement de couleurs, elles sont toutes intéressantes les couleurs d'ailleurs, après ça dépend aussi des goûts et de nos habitudes et de notre univers, mais il n'y a aucun mal à avoir des couleurs dans sa palette qui sont déjà des mélanges et tout ça. Après, c'est très formateur quand même d'en avoir un peu moins, mais plutôt monopigmentaire pour se forcer à faire un petit peu des mélanges, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur le sujet? Oui, ça va. Moi, ça, justement, comme je m'y suis remise un petit peu, puis pour vous préparer la vidéo, me suis un petit peu replongée dans le sujet. J'ai, moi, dans ma palette, que j'ai encore là, mais je vais l'enlever, j'ai le vert sapin de Sennelier que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve superbe. Et quand j'ai fait mes petits nuanciers, là, ça, je vous en parlerai encore dans une autre vidéo. Je l'ai travaillé, je le trouvais trop beau et tout. Puis, par curiosité, je suis allée voir, bah, tiens, mon vert sapin, c'est quoi d'ailleurs les pigments qui sont dedans? Et je me suis rendu compte que dans mon vert sapin que j'aime tant, j'ai un pigment noir. Et je me suis dit, bon bah mince alors, moi qui voulais que des couleurs sans pigment noir, mince, mon vert sapin que j'aime beaucoup. Bon, et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais chez Isaro, j'ai le vert Norman, qui est super intéressant, que j'aime bien. Je vais essayer de voir comment il est composé ce vert Norman, et peut-être que ça pourrait être, s'il n'a pas de pigment noir dedans, ça pourrait être le bon compromis. Et du coup... j'ai juste pris mon petit tube, c'est l'avantage, et je me suis rendu compte que dans le vert sapin, le vert Norman d'Isaro,
J'ai un pigment violet, donc le PV16. J'ai un pigment green, un pigment vert, le PG7. Et j'ai pas de pigment noir à l'intérieur. Et on est vraiment sur des couleurs qui sont très très proches l'une de l'autre. J'ai pas mon nuancier là, mais je vous montrerai ça sur les vidéos suivantes. Et en fait, je pense que du coup, le fait de m'être repenchée un petit peu sur le sujet, je vais laisser de côté mon vert sapin quelque temps. Alors, il va aller dans mes palettes, où je mets mes godets en déshérence, les pauvres, mais il va aller dans celle-ci où je mets en fait mes autres godets de bleu et de bleu et de vert. J'en ai une autre pour les godets rouges d'ailleurs, enfin rouge, rose, jaune. J'ai celle-ci aussi. Donc, je change régulièrement. Je vais aller le mettre dans la palette avec les godets bleus, les godets verts, pardon. Et je vais le remplacer par mon vert Norman, parce qu'on est vraiment dans les mêmes tonalités. Et je vais essayer de faire le mélange avec ce vert-là et non plus le vert sapin, pour essayer de voir si du coup mes couleurs seront plus lumineuses finalement, si je les désature avec les couleurs complémentaires, plutôt que d'avoir déjà la désaturation avec le noir dedans. Donc voilà, donc c'est ça, c'est en ça que c'est super enrichissant en fait. C'est vraiment, c'est fascinant, vraiment les pigments. Mais je vous le redis encore, ça peut être très compliqué et ça peut paraître très flou tout ça. Donc si vous comprenez rien à ce que je viens de vous dire, bon c'est pas, ne vous inquiétez pas. Si le sujet vous intéresse, donc il y a le livre dont je vous ai parlé juste au début. Je vais vous mettre le lien en description de toute façon. Il faut pas hésiter. Moi, j'ai pas la prétention d'être une experte non plus. Moi, j'ai beaucoup de pratiques. Je m'intéresse au sujet depuis très longtemps, donc comme je vous dis, c'est des petits cailloux qui ont été semés au fur et à mesure de mes lectures, des cours que j'ai pu faire, des vidéos que j'ai pu regarder sur des aquarellistes, des petits cailloux qui ont été semés comme ça, et puis au moment où j'ai été prête à recevoir tout ça, eh bien ça s'est transformé en fait, j'y ai vu, il y a des choses qui se sont éclairées, quoi, j'ai comprises plus facilement, mais ça peut prendre un petit peu de temps tout ça, donc faut pas hésiter aussi si le sujet vous intéresse, à faire des petites recherches sur internet et à multiplier un petit peu vos sources d'informations, ça je vous le dis souvent, mais pour pouvoir aller piocher à droite à gauche, confronter un petit peu, c'est comme dans la presse tout ça, confronter un petit peu les informations d'une source et d'une autre pour voir un peu ce que les aquarellistes vont vous dire en commun. Et puis bon, après sur les histoires de pigments, c'est assez scientifique et technique, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de loup, quoi. Enfin, en général, voilà, on va pas faire une découverte monstrueuse, mais c'est intéressant d'aller se renseigner un petit peu ailleurs. Et puis, suivant les aquarellistes qui vont vous exposer le sujet, ils n'auront pas forcément les mêmes mots, la même méthode d'approche. Et de mélanger tout ça, encore une fois, c'est très enrichissant. Un truc super enrichissant. Ah oui, si vous n'avez plus du tout, si vous avez vos tubes, bah, vous voyez, c'est pratique, ce sera toujours là. Si vous avez pris des petits godets, parce qu'on commence souvent par des godets, et que vous avez comme moi, là c'est un bleu d'Indentrène que j'ai encore tout beau, tout propre. Maintenant j'ai les tubes, alors vous me direz ça sert à rien, mais non, si, ça me servira toujours vu comment je l'utilise celui-là. Bleu d'Indentrène, monopigmentaire, c'est le PB60. Et il s'appelle bleu d'Indentrène dans toutes les marques. Là, il y a pas de, enfin dans celles que je connais, en tout cas Daniel Smith, Sennelier, Winsor & Newton. Enfin Winsor & Newton, je suis pas certaine parce que j'ai pas vérifié. Mais Isaro, tout ça, c'est le PB60. Si vous n'avez plus le petit carton, ni en fait le petit emballage, c'est des informations, les pigments qui sont pas toujours faciles à retrouver parce qu'ils sont pas toujours inscrits sur les sites marchands. Et quelquefois, pour des couleurs, certaines couleurs, on les a, mais pas pour d'autres. Donc là, il faut rechercher sur les sites des fabricants pour récupérer l'information. Donc soit chez Sennelier, j'ai vérifié, non, chez Winsor & Newton, je suis allée voir parce qu'il me manquait certaines compositions. Chez Sennelier aussi, c'était un petit peu plus compliqué, enfin c'est pas forcément, on n'y arrive pas forcément tout de suite dessus, mais ça se trouve aussi. Et alors, je vous encourage vraiment à aller sur le site de Daniel Smith, qui est l'expert en pigments, c'est Monsieur Daniel Smith qui fait ses couleurs et qui a développé justement toutes les couleurs, toute sa série Primatex sur des extractions de pigments de roches, donc de pierres semi-précieuses. Il n'y a que lui qui fait ça avec cette technique-là. D'ailleurs, toute la série Primatex de chez Daniel Smith, vous n'avez pas de notion de code de pigment, ils font pas du tout partie de la nomenclature internationale parce qu'en fait ce sont des pigments qui sont issus des roches
Et du coup, bah, c'est le nom de la roche qui fait foi. Il n'y a pas d'autre chose dedans. C'est le nom de la pierre. Donc là, par exemple, le turquoise véritable belle au bois dormant, si je regarde la composition de ma couleur sur le tube, j'ai pas d'autre indication que le véritable turquoise belle au bois dormant, parce que c'est le nom de la pierre, donc c'est le nom du pigment finalement. Et donc monsieur Daniel Smith, qui est vraiment un expert en couleurs, et voilà, c'est superbe tout ça, avec un grand panel de couleurs. Si vous allez sur le site de Daniel Smith, en plus il y a des parties si vous pouvez choisir la langue, c'est en français. S'il y a des couleurs de Daniel Smith que vous aimez bien, je vous encourage à aller voir le descriptif de la couleur carrément sur le site de Daniel Smith, parce que c'est d'une richesse en termes d'explication. Et je m'étais intéressée, alors la vidéo va faire 1 heure, tant pis. je m'étais intéressée à l'orchinacridone parce que j'avais vu sur la nomenclature, là, la fameuse nomenclature, que l'orchinacridone, c'était le nom d'un pigment qui existait. Et je trouvais ça bizarre parce que mon orchinacridone de Daniel Smith, par exemple, eh ben, c'était une couleur avec 2 pigments. J'avais un pigment... un pigment jaune et puis un pigment orange, je crois. Et je dis, bah, c'est bizarre, parce que si l'orchinacridone, c'est un seul pigment, pourquoi chez Daniel Smith, il en rajoute un autre? Et donc, je suis allée voir, j'ai recherché, tout ça, je comprenais pas, donc je suis un peu têtue. J'ai recherché, donc je suis allée sur le site de Daniel Smith, et en fait, il a expliqué que, en fait, le pigment orchinacridone, alors c'est juste pour, comme ça, parce qu'en fait, vous allez comprendre. Orchinacridone, donc c'était voilà, l'orchinacridone, c'était le PO49, donc un pigment orange et avec un numéro 49. En fait, c'est un pigment qui ne se fait plus, il n'existe plus, on ne peut plus l'extraire, la ressource s'est épuisée, on ne peut plus le trouver nulle part. Daniel Smith a acheté, il y a, je sais pas, j'ai vu 17 ans, alors je sais pas si ça fait 17 ans que ça n'existe plus, ou s'il a eu un stock pendant 17 ans, puis qu'à la fin, il n'y en avait plus. Et en fait, à un moment, il a acheté en fait toute la réserve de pigments de ce pigment-là. Donc, il a été le seul à l'avoir pendant des années. Il a fait son orchinacridone avec ce pigment-là, donc ce pigment unique. Et puis, quand il est arrivé à la fin de ce pigment-là, quand il n'y en a plus eu, il ne pouvait plus le trouver nulle part parce qu'il n'existait plus, il a essayé de trouver une composition pour qui se rapprochait le plus de ce pigment-là, mais en faisant en fait un mélange. Et en fait, du coup, il est parti sur un autre pigment orange qui s'appelle orange de quinacridone, qui lui se trouve plus facilement apparemment. Et il l'a mélangé, alors je ne sais plus, à une autre couleur. Il montre sur son site internet en fait les dupes, en fait les correspondances. Quand on mélange en fait l'orchinacridone pur avec plusieurs couleurs et quand on mélange l'orchinacridone reconstitué avec les mêmes couleurs. Et en fait, il dit, bah voilà, la démonstration est flagrante, vous voyez bien qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Donc c'est que on a réussi à reconstituer ce pigment au plus proche, mais le pigment en fait d'origine n'existe plus, quoi. Et donc ça c'est un exemple pour l'orchinacridone, mais en fait sur chacune des couleurs, il explique en fait un petit peu quand il y a des particularités. Il explique aussi toutes les couleurs comme ça qui sont composées de roches semi-précieuses. Il explique, il y a un petit pavé à chaque fois explicatif sur la roche, qu'est-ce que c'est comme roche. C'est fascinant, je vous assure, moi ça me fascine tout ça. Et donc c'est super intéressant d'aller faire un tour sur le site de Daniel Smith. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, vous avez vraiment plein d'explications et ça fait un petit peu cours d'histoire de l'art aussi tout ça sur les histoires de pigments. Pour moi c'est quelque chose qui vraiment me passionne. Donc voilà, j'ai fait le tour. Combien il fait la vidéo là? 50 minutes, mon Dieu. J'ai beaucoup parlé. Si vous devez retenir qu'une seule chose par rapport à cette histoire de pigment noir, c'est si vous regardez votre tube d'aquarelle, si à l'arrière de votre tube, vous avez un PBK quelque chose, c'est qu'il y a du pigment noir dans votre aquarelle et que du coup, si vous utilisez cette couleur-là pour désaturer une autre couleur, vous prenez le risque de salir votre couleur. C'est pas un problème en soi. Moi, j'utilise de Grid Paint depuis des années et ça a toujours été ma couleur de référence que je citais tout le temps dans mes vidéos, parce que je l'aimais, parce que voilà, et beaucoup d'aquarellistes l'utilisaient aussi, hein, Marie d'ailleurs, elle en parlait beaucoup. Donc c'est pas un problème en soi, mais voilà, les pigments noirs, PBK,
c'est si vous trouvez cette valeur de pigment dans vos aquarelles, c'est qu'il y a des pigments noirs. Et après, voilà, les couleurs avec des monopigmentaires, un seul pigment qui vous permettent du coup de les mélanger facilement. S'il y a 2 pigments, 3 pigments, attention, si vous les mélangez avec une autre couleur qui contient aussi plusieurs pigments, vous risquez encore de salir la couleur finale. Et quelquefois, ça permet de comprendre pourquoi on obtient certains effets. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis, je vais vous en faire d'autres. La prochaine, elle va plutôt concerner un petit peu la roue des couleurs de façon basique. Et surtout, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est comment je désature mes couleurs justement sans pigment noir. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Les couleurs primaires, suivant les marques aussi, qui sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, ça aussi, on pourrait en parler des heures, encore une fois. Mais voilà, j'essaierai d'être synthétique un peu plus que pour celle-ci. Mais c'est pas facile de faire rapide quand on veut essayer d'être le plus précis possible quand même si là, je vous dis, je suis pas exhaustive. Il y a encore plein de choses à dire sur le sujet. Voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura appris un peu quelque chose, ou du moins un petit peu ouvert l'esprit sur les pigments en tout cas. Et puis, on va se retrouver très vite avec soit une autre petite vidéo explicative comme ça, ou peut-être un tuto, du coup, si ça me manque un peu trop. Voilà, on va voir encore une fois, toujours la surprise avec moi. On sait jamais à l'avance. Allez, je vous dis à très vite en tout cas.